Madame, Monsieur, bonsoir. Faites entrer l'accusé. Attention, il ne s'agit pas de revenir ici sur l'une de ces affaires criminelles qui ont défrayé la chronique lors des dernières audiences de la cour d'assises ici au palais de justice de Lomé. C'est tout juste pour vous rappeler qu'à l'énoncé de cette fameuse phrase par le juge, eh bien, des vies peuvent basculer après dans un sens comme dans l'autre. Condamnation pour certains, libération pour d'autres. En tout cas, des sorts scellés chaque semaine par la justice. Président de tribunal, procureur, avocat, huissier, bref, comment la justice est-elle perçue par les Togolais? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour rapprocher cette justice des justiciables et instaurer un climat de confiance? Et voilà des questions que nous allons évoquer avec le ministre Pius Agbetomé, ministre de la Justice et de la Législation. Juste le temps de le rejoindre à son cabinet et nous sommes à vous. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, pour évoquer la justice togolaise avec vous, je suis avec Farida Ourouadoyi de l'agence togolaise de presse. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, enchanté. Et Eli Goka de Cause FM, Radio Cause FM. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, soyez le bienvenu. Merci. Alors, monsieur le ministre, la nouvelle, tout le monde la connaît, fin octobre dernier, par une grâce présidentielle, 364 détenus ont recouvré la liberté. Comment les Togolais ont accueilli la nouvelle? Nous les avons interrogés. On va écouter l'élément et on revient tout de suite sur le plateau. Ouais, libérer les détenus, c'est une bonne chose. Ça fera du bien à leur famille et à leurs enfants s'ils en ont. Ce que moi je peux leur donner comme conseil, c'est de mener une vie qui n'est pas contre la loi, une vie qui ne va plus les pousser en prison. C'est une bonne chose que certaines personnes abusivement incarcérées ou bien incarcérées pour des petits délits soient graciées par le président. Et avec le petit temps passé en prison, ils auraient compris que le vol n'est pas bon, qu'ils pourraient aller solliciter ou demander à manger que d'aller voler. Donc les gracier, peut-être ça peut permettre à certains de se relancer dans d'autres activités. C'est beau, tassi les miens novions. Eni djidjoy gande manyak blombe mia novio la gbatro gbova home fakudo ma o ba lo do enu ko wo kin gbe yia mia do gbe da be magba vemu wa ba gbe ya ne ba no dede no no nyu to me ya mia do gbe da do wa tasi cdb magba vemu. Quand ils sont en prison, ils apprennent d'autres choses, de mauvaises choses, qui fait que quand on les sort de la prison, ils deviennent plus dangereux que comment ils étaient avant d'aller en prison. Bon, quand j'ai appris ça, c'est une joie pour moi aussi, que par la grâce de Dieu, on les a libérés. Et par la grâce de notre président, son excellence frère Sossina, c'est par sa grâce qu'on les a libérés. Donc, les frères, lorsqu'ils sont revenus à la maison, ils vont repenser et c'est quoi faire et quoi ne pas faire. Je crois que c'est une bonne nouvelle quand on a un parent incarcéré et que quand on le libère, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Donc je crois que le président de la République a bien fait le choix de les libérer. Nous en sommes fiers, nous sommes reconnaissants. Alors, monsieur le ministre, ceux-là qui expriment des craintes, ont-ils raison d'avoir peur? Dans l'opinion, c'est pourquoi maintenant, à l'approche des fêtes de fin d'année? Merci pour cette question et pour cet élément que vous m'avez fait suivre. Je constate que sur au moins 7 personnes qui ont été interviewées, il y a une seule fausse note. C'est-à-dire une seule personne qui a manifesté une crainte de voir ceux qui ont été libérés recommencer leur vie de délinquance.
Je voudrais d'abord saisir cette opportunité au travers de la joie que les citoyens ont éprouvée de voir leurs frères détenus sortir, rendre grâce à Dieu pour la vie du chef de l'État, qui a eu cette idée d'accorder la grâce présidentielle à certains détenus, et notamment à 364 détenus. Je voudrais d'abord souligner que la grâce présidentielle participe à une démarche de décongestion de la population carcérale. Ce n'est pas la première fois qu'une grâce présidentielle intervient. À un moment donné, quand nous constatons qu'il y a une surpopulation carcérale, c'est-à-dire que de plus en plus, des gens sont arrêtés, déférés, et que l'espace carcéral ne permet plus de les contenir, alors on se pose la question de savoir ce qu'il faut faire pour améliorer la détention de ces individus. Vous savez, il y a plusieurs manières de parvenir à cet objectif. Ou alors, c'est les juges qui décident d'accorder des libertés provisoires, ce qui n'est pas trop courant. Ou alors, c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui saisit, selon certaines conditions, prend la décision d'accorder ce que nous appelons la liberté conditionnelle ou bien la libération conditionnelle. C'est-à-dire certaines conditions qui prévalent à cette libération que le ministre de la Justice accorde. Et puis il y a l'autre manière de libérer et qui est vraiment plus large, c'est la grâce présidentielle. Alors il faut que les gens le sachent. Le citoyen lambda doit le savoir. On ne libère pas n'importe qui. Pour libérer, il y a des critères objectifs que nous retenons pour pouvoir faire accorder la grâce présidentielle. Alors, Monsieur le ministre, êtes-vous en train de dire que les craintes exprimées n'ont pas raison d'être? Ne sont pas fondées. Ces craintes ne sont pas fondées. Pourquoi? Parce que le premier critère essentiel, c'est que ceux qui sont libérés ou qui bénéficient de cette grâce présidentielle, c'est des condamnés. Ce ne sont pas des inculpés ou des prévenus, c'est-à-dire des gens dont la procédure est encore en cours. Non. C'est des gens qui sont déjà condamnés et qui sont en fin de peine. Quand nous parlons de fin de peine, c'est-à-dire il leur reste peut-être 3 mois ou 4 mois ou 2 mois. La preuve, c'est que le comité technique mixte justice et sécurité qui a travaillé à la sélection, disons, des candidats à la libération, avait d'abord dans une première liste retenu plus de 400 détenus. Mais avant que le décret n'intervienne, plus de 50 sont arrivés en fin de peine et ils sont partis. C'est ce qui fait que le nombre définitif est de 364. Donc, ce ne sont pas les criminels, les grands criminels, ceux qui ont fait des attaques à main armée, ceux qui ont violé, ceux qui ont commis la pédophilie. Ce ne sont pas ceux-là qui sont libérés. C'est ceux qui ont commis des infractions contre les biens, les petites infractions, escroquerie, abus de confiance, qui n'entraînent pas de grandes conséquences. Voilà, c'est ceux-là qui sont libérés et qui sont en fin de peine. Donc, il est normal qu'à un moment donné, pour des raisons précises et objectives, on en vienne là. C'est pourquoi nous pouvons tous, comme la plupart l'ont dit, applaudir le geste magnanime du chef de l'État. Donc, monsieur le ministre, vous confirmez que c'est des cas, des dossiers qui ont été certainement bien étudiés. Êtes-vous allé sur des profils, comme vous l'affirmez? Oui, je l'affirme parce que ce n'est pas une seule personne qui a procédé à la sélection de ces condamnés
dit en fin de peine. C'est un comité mixte, justice et sécurité. C'est-à-dire des officiers de police et de gendarmerie, il y a le directeur des affaires pénales et des grâces, le directeur de l'administration pénitentiaire, qui, au vu des critères qui ont été préalablement retenus, ont procédé à la sélection pour voir ceux qui sont éligibles à cette libération au regard des critères retenus. Donc ce n'est pas un travail complaisant qui a été fait. Monsieur le ministre, est-ce que ces remises en liberté sont une conséquence peut-être de la dernière séance la dernière audience de la cour d'assises? Est-ce que beaucoup de dossiers ont été vidés à l'occasion? On se rappelle, hein, c'est la première cour d'assises depuis 2 ans. À quand peut-être même les prochaines cours d'assises? Oui, alors comme vous devez le savoir, une audience de cour d'assises n'est pas une audience correctionnelle qui est programmée chaque semaine. Non. Quand on parle de cour d'assises, il s'agit des affaires criminelles qui sont arrivées à la fin de leur parcours procédural. Cela veut dire que la chambre d'accusation de la cour d'appel a rendu son arrêt, n'est-ce pas, de renvoi devant cette cour-là qui tient son audience une fois par an ou parfois, quand on a les moyens, 2 fois par an. Parce que pour tenir une audience de cour d'assises, il faut des moyens financiers. Alors revenons à la question, est-ce que ces libérations ont un rapport avec ces dernières cours d'assises? Non, oui ou non? On ne peut pas dire qu'il y a un rapport, puisque ceux qui ont été libérés, c'est ceux qui purgeaient déjà leur peine, hein, et qui sont arrivés en fin de peine. Et je dois vous rassurer, je vous le dis encore une fois, ceux qui sont libérés, ce ne sont pas des criminels, ceux qui ont eu à être condamnés pour des affaires criminelles. Non, c'est ceux qui ont été passibles de peine à l'issue de petites infractions, des délits, hein, à savoir escroquerie, abus de confiance. Donc, c'était des affaires correctionnelles à l'issue de ces audiences correctionnelles qui ont abouti à des peines correctionnelles, non pas des peines de réclusion. Donc, c'est ceux-là qui ont bénéficié donc, de la grâce présidentielle. Parce qu'il y a des citoyens qui nourrissent des inquiétudes en disant « Oh, on a libéré des gens, bon, c'est des grands criminels, ils vont encore recommencer. » Non, je dis, on ne doit pas raisonner ainsi. Pourquoi? Parce que même si c'est un criminel qui est parvenu à la fin de sa détention, à la fin de sa peine, il doit sortir. C'est ça. Donc, s'il a fait 10 ans et qu'il est arrivé à purger ces 10 ans, il doit sortir s'il sort. Est-ce qu'on va se plaindre de ce qu'on l'a laissé partir? C'est son droit d'être libéré. Or, dans ce cas précis, il n'en est pas ainsi. Encore que le chef de l'État a le droit, il a le pouvoir, selon la Constitution, d'accorder la grâce à qui il veut. Monsieur le ministre, à côté de ces détenus aujourd'hui libérés, il y a d'autres en détention préventive, donc en attente de jugement, plus de 60%. Comment peut-on expliquer que les personnes en détention préventive en viennent à être largement plus nombreuses que celles qui ont été déjà jugées? Donc, il faut comprendre cette situation. Et c'est simple à comprendre. Je vais vous expliquer. Alors, je commence par faire peut-être un peu de pédagogie. La notion de détention préventive doit être battue en brèche. Parce que la Constitution, dans son article 18, désormais a retenu le principe de la présomption d'innocence. C'est la Constitution de 92. Alors, quand il y a présomption d'innocence, cela veut dire quoi? Que la liberté est de droit, mais c'est la détention qui est l'exception. Par contre, quand on parle de détention préventive, ce qui est l'ancien concept, la détention est le principe et la liberté l'exception. En français facile, pour que tout le monde puisse nous comprendre. En français facile. Bon, je vais essayer. Celui qui est soupçonné d'une infraction, pour qu'on dise qu'il est coupable et qu'il doit être détenu, il faut que la procédure qui est suivie arrive à son achèvement
et qu'une juridiction de jugement dise « tu es coupable et on te condamne à telle peine ». Là, on sait que la personne a été retenue dans les liens de la prévention et condamnée du chef de cette infraction-là. Mais dire que, voilà, je soupçonne quelqu'un de m'avoir volé. Tu vas à la gendarmerie et en même temps, on arrête la personne, on la défère au juge. Le juge automatiquement dit, ah, c'est un super. Il place en détention pour dire on veut prévenir, n'est-ce pas, le trouble à l'ordre public. Voilà, ça c'est l'ancienne notion de détention préventive. Par contre, si la détention devient une exception, cela veut dire qu'avant que la personne ne soit envoyée en prison, il faut qu'on s'assure vraiment qu'il y a des indices graves et concordants. Vous voyez? C'est ça. Bon, donc, pour en revenir à votre question, c'est tout à fait normal. Chaque jour, il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées de partout et déférées. Mais avant que la personne ne soit jugée et condamnée, il y a une procédure qu'on suit et qui parfois peut durer. Vous voyez? Je donne un exemple. Aujourd'hui, 20 personnes sont déférées au parquet. Le parquet, après analyse, trouve qu'il n'y a pas d'indice grave contre une personne et décide de libérer cette personne-là. Donc il reste 19. Alors sur les 19, il trouve que 10 sont impliqués dans une affaire compliquée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend la décision d'ouvrir une information judiciaire en prenant un réquisitoire introductif d'instance pour envoyer cette personne-là devant le juge d'instruction qui, lui, va prendre le temps pour instruire à charge et à décharge. L'instruction peut durer 6 mois, peut durer peut-être 1 an. Alors celui-là qui a le statut d'inculpé, il va être en prison pendant ce temps, à moins que, dans l'intervalle, il n'introduise une demande de mise en liberté provisoire qui sera agréée par le juge. Vous voyez, c'est ça. Il peut s'agir également d'un prévenu. Alors le ministère public décide, compte tenu de la simplicité des faits, de l'envoyer directement en jugement devant un tribunal de flagrant délit. Cette personne-là comparaît et est jugée et condamnée. Elle ira en prison. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de flux entrants que de flux sortants. C'est ce qui fait qu'on trouve beaucoup plus de personnes en détention qui ont le statut d'inculpés ou de condamnés ou de prévenus selon qu'ils n'ont pas été encore jugés selon la procédure arrêtée par le ministère public. Monsieur le ministre, restons dans le registre procédural. Combien de temps dure ou peut durer une détention préventive? Qu'en est-il d'une garde à vue, par exemple? Alors, vous auriez pu, au regard de ma remarque, changer la formule en même temps en disant une détention provisoire. OK? Voilà. Alors, le temps que peut durer une détention provisoire, tout dépend de l'affaire, de sa complexité. Soit que nous soyons en procédure correctionnelle ou en procédure criminelle. Vous voyez, une affaire criminelle, une infraction qui est qualifiée crime est punissable de peine de réclusion, n'est-ce pas, 5 ans et suivant. Aujourd'hui, le maximum applicable pour la peine criminelle, c'est 50 ans, n'est-ce pas? Alors, si on suit cette procédure-là, il y a beaucoup de formalités qu'il faut accomplir avant que la personne ne soit jugée par une cour d'assises. Donc, la procédure criminelle peut durer 1 an, 2 ans et parfois plus. Soit que ce soit un trafic de drogue qui implique beaucoup de personnes, c'est des réseaux. Il faut faire les commissions rogatoires pour lancer des mandats d'arrêt internationaux. Il faut faire les enquêtes de personnalité et les examens psychiatriques. Il y a beaucoup de choses, des confrontations. Bon, donc ça peut faire durer la procédure. Par contre, une procédure correctionnelle dont le maximum de la peine prévue est peut-être 5 ans, vous voyez, ça peut durer certaines procédures simples. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an.
Alors là, le législateur a prévu que si la personne dont l'affaire est à l'instruction est détenue jusqu'à la moitié du maximum de la peine prévue par la loi, cette personne-là doit être libérée d'office. D'office, ce sera une liberté d'office. Exemple, une infraction est punie d'une peine de 3 ans. La personne est devant le juge d'instruction. Il dit qu'il instruit, il instruit. Mais dès que la personne aura atteint le délai de 1 an et demi, automatiquement, il faut que cette personne-là soit libérée. C'est d'office. À moins qu'une semaine avant, le juge d'instruction n'ait pris son ordonnance de renvoi à la police correctionnelle. Sinon, la personne doit être libérée. Donc voilà. Parlant justement de libération, monsieur le ministre, parmi la population carcérale aujourd'hui, il y en a de ces détenus qui n'ont aucun moyen pour se payer un avocat, pas de famille qui le fasse à leur place. À quand l'effectivité de l'aide juridictionnelle pour ces personnes, disons, vulnérables? La loi a été votée, si j'ai bonne mémoire, en 2013, mais toujours pas d'application, monsieur le ministre. Oui, merci. C'est vrai qu'il y a une loi qui a été votée en 2013 portant aide juridictionnelle. Mais excusez-moi, quand on parle d'aide juridictionnelle, cela ne concerne pas que la matière pénale. Très souvent, on est focalisé sur la matière pénale. Mais le plateau des matières civiles est plus large que le pénal. Alors que même pour le pénal, en matière criminelle, il y a une sorte d'aide juridictionnelle qui est déjà en cours, puisque quand un accusé comparaît devant la cour d'assises, l'État prend les dispositions pour le faire automatiquement assister par un avocat. C'est ça. Et c'est l'État qui paye l'avocat. Par exemple, pour les assises qui sont passées, mais c'est des millions que l'État a dépensés pour payer l'assistance des avocats pour ces accusés-là. Bon, alors, donc la loi sur l'aide juridictionnelle n'a pas pris en compte que les affaires pénales, mais les affaires civiles. Vous voyez, quand nous sommes arrivés à la tête de ce département, nous avons cherché à savoir pourquoi la loi n'est pas encore en vigueur. Ah oui, attention, quand nous avons fait les recherches, nous avons trouvé que le décret qui devait mettre en application cette loi avait été déjà esquissé, mais il y avait énormément de problèmes techniques et juridiques à régler avant sa soumission en Conseil des ministres. Il y a des dispositions de la loi qui posent problème, qui posaient problème. Par exemple, la gestion des fonds qui devaient constituer le fonds de l'aide juridictionnelle. Il était prévu dans la loi que c'est le barreau qui doit gérer cela. Or, c'est des fonds publics qu'on veut conférer dont la gestion doit être conférée au barreau. Donc ça a déjà un problème. Il y a des ministères clés, comme le ministère de l'Action sociale, parce que quand on parle d'indigence ou de personnes démunies, c'est ce département ministériel qui est beaucoup plus concerné. Voilà. Ce ministère n'était pas impliqué, ni le ministère de l'économie et des finances. Vous voyez que dans ces conditions, il y avait beaucoup de choses à refaire. Est-ce que vous avez eu le temps, depuis que vous êtes ministre, vous avez eu le temps de... Oui, nous avons été interpellés à plusieurs reprises. Nous avons procédé à la retouche des aspects de la loi qui posaient problème. Nous avons la mouture, là, actuellement. Mais il y avait d'autres problèmes techniques, parce que nous voulons en même temps préparer le décret d'application. Donc, il y a une multitude de questions qu'il faut régler. Donc, nous sommes en train de faire le benchmarking, voir dans les autres pays comment cela doit se faire. Parce que nous ne voulons pas entraîner le gouvernement sur une piste glissante. Parce que, voyez-vous, faire couvrir l'aide juridictionnelle par la matière civile, la matière pénale, c'est une bonne chose. Mais quel domaine précis il faut préciser? Parce que le civil, il y a les affaires de toute nature. Il y a le foncier, les affaires matrimoniales, il y a le social, etc. Et puis pour le pénal, comme on le dit, il y a le correctionnel et le criminel. Est-ce qu'il faut faire bénéficier de l'aide juridictionnelle à tout le monde? C'est vrai, il faut déterminer les indigents. Donc si on ne fait pas attention, l'État va investir d'énormes sommes pour vouloir couvrir cet aspect-là. Donc c'est pourquoi nous allons
pas à pas. Hein. Vaut mieux aller lentement, mais sûrement, plutôt que d'engager l'État sur une piste qui ne saura après, Et sur le ça, plan financier, ça gérer. prendre encore beaucoup de temps, monsieur le ministre. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons parcouru la moitié du chemin déjà. Hein. Nous était qu'il y a beaucoup d'autres lois que nous devons examiner par priorité. Hein. On serait déjà en train, n'est-ce pas, de soumettre cette loi. Parce que, voyez-vous, le Code de procédure pénale est l'un des textes sur le plan pénal capital, fondamental pour la mise en œuvre de notre nouvelle organisation judiciaire. Donc on s'y est attelé pendant longtemps après le Code pénal. Et ce Code de procédure pénale est prêt et soumis au Parlement. Nous n'attendons que le programme du Parlement pour pouvoir commencer l'étude. C'est un texte très lourd de 1450 articles. Vous voyez un peu. Monsieur le ministre, pour beaucoup au sein de la population, la justice, c'est pour ceux qui ont été à l'école, l'élite, les gros monsieur. Et une simple convocation à la justice, c'est la peur panique. On voit déjà la prison derrière. Qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui pour faciliter l'accès à la justice pour tout justiciable, la population lambda? Bon, là, je voudrais encore, sans vous décevoir, dire que voir les choses de cette façon n'est pas très juste. Dire que la justice, c'est pour les plus nantis, non. C'est ce que les gens pensent, c'est l'opinion. Non, c'est ce que certains pensent. Puisque tout le monde recourt à la justice. Tout le monde recourt à la justice. Ce n'est pas pour les plus nantis. Non. Tout dépend du sujet qui est porté devant la justice. 2. Pourquoi est-ce que, en parlant de convocation, quelqu'un peut penser que c'est déjà la prison qui se profile à l'horizon? Est-ce que les problèmes auxquels le citoyen est confronté n'est que du pénal, ou ne sont que du pénal, excusez-moi? Non! Parce que pour être enfermé, il faut que l'affaire soit une affaire pénale. Or, c'est beaucoup plus les affaires civiles qui concernent les gens. Donc vous voyez que cette façon de voir, c'est déjà erroné. Voyez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, le plateau des affaires dont les juridictions connaissent, c'est beaucoup plus civil. Aujourd'hui, quand moi ici par exemple, je suis l'organe administratif, quand je reçois en audience 10 personnes, au moins 8 personnes me parlent des affaires de terrain. Ça n'a rien à voir avec la prison. C'est la même chose. On va en parler tout à l'heure. Vous voyez, c'est la même chose. Bon alors, soit, si certains ont cette appréhension-là, il faut que je leur dise que beaucoup plus les gens ont peur quand ils reçoivent une convocation de la police ou de la gendarmerie. Parce que là, au moins, la police ne fait pas du civil, la gendarmerie ne fait pas du civil, c'est du pénal qu'ils font. Donc quand ils reçoivent une convocation d'un officier de police, que ce soit de la gendarmerie ou de la police, ils se disent « Ah, attention, si je vais là-bas, peut-être que je ne reviendrai pas. » Mais ce n'est pas la même chose quand il s'agit d'un juge qui vous convoque. Vous allez vous dire « Mais pourquoi est-ce que le juge me convoque? Je n'ai rien fait. » Vous allez quand même pour savoir ce que vous avez fait. Donc, aujourd'hui, si on parle du citoyen lambda, qui n'a pas les moyens, etc., pour porter son problème à la justice, je vous dis, le chef de l'État, conscient, n'est-ce pas, de cette situation, est désireux de rapprocher la justice du justiciable et de veiller à ce que toutes les petites affaires puissent être traitées dans les bonnes conditions, sans que ce soit nécessairement les magistrats des tribunaux de droit commun qui les connaissent, a pris la décision de faire créer des maisons de justice qui sont en train, petit à petit, d'être disséminées sur tout le territoire national. Ces maisons de justice ne sont pas des structures juridictionnelles. On ne rend pas des décisions judiciaires là-bas. C'est des structures purement administratives. Elles sont à mi-chemin entre les tribunaux et la juridiction des chefs, en quelque sorte. N'importe qui peut aller là-bas. C'est la gratuité du service.
celui qui coordonne les activités là-bas s'appelle un médiateur conciliateur. Vous pouvez porter là-bas devant lui n'importe quel problème. Ils sont aussi ouverts pour donner les informations juridiques. Un petit problème de famille, vous pouvez porter ça là-bas. N'importe quel problème, ils sont disposés à vous aider. Donc pour le citoyen lambda, je crois que c'est la voie idoine pour pouvoir aller sans payer un franc, faire voir son problème. Voilà. Monsieur le ministre, vous l'avez répété à plusieurs reprises, rapprocher la justice du justiciable. Mais comment peut-on comprendre le phénomène des démarcheurs à la justice? N'est-ce pas là aussi un obstacle à l'accès aux juges? Monsieur le journaliste, ce n'est pas l'institution judiciaire qui a institué les démarcheurs. Oui, mais monsieur le ministre... Non, attendez. Pour vous dire ceci, les démarcheurs, c'est un phénomène que tout le monde déplore. Et à tous les niveaux, n'est-ce pas? Vous allez, par exemple, pour faire tel acte dans telle administration, il y a quelqu'un qui vous aborde, qui vous dit, bon, mais je peux vous aider pour que ça aille vite, etc. Si vous vous laissez surprendre, il va vous surprendre. À n'importe quel niveau. Et surtout plus au niveau des juridictions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les méandres de la procédure. Et ce qui fait le problème, c'est que très souvent, quand les gens viennent solliciter cet acte-là, ils sont pressés. Parce qu'ils entendent dire que non, quand vous déposez votre dossier, il vous faut au moins 2 mois ou 3 mois. Alors que lui, il a besoin de cette pièce-là pour 2 semaines ou dans un délai plus bref. Ça veut dire que le phénomène existe, vous le reconnaissez? Mais bien sûr, nous reconnaissons, puisque nous luttons contre ce phénomène. Qu'est-ce que vous dites aux usagers pour qu'ils se détournent de ces démarcheurs? Mais on a fait des émissions, on a appelé l'attention des usagers de la justice sur ce phénomène, mais il y a toujours des gens qui sont réfractaires parce que c'est comme quelqu'un qui se noie, il s'accroche même à un serpent. Vous voyez, c'est ça. Mais écoutez, quand nous parlons de la corruption, entre guillemets, c'est-à-dire qu'un agent du service public, quand vous allez le voir, il est là pour un service. Vous ne devez pas lui donner quelque chose pour solliciter le service, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais l'agent qui est là, parfois il ne demande rien. Peut-être c'est ces manières qui vont induire l'attitude du sollicitateur. Parfois il dit, ah, mon frère, bon, tiens, pour boire de l'eau. C'est déjà de la corruption. C'est pour activer l'autre. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il a peut-être d'autres demandes là-bas, mais il va privilégier sa demande parce qu'il a reçu quelque chose. C'est ce qui se passe. Donc, c'est tellement ancré dans l'intelligence des usagers que même si on ne leur demande pas, ils font cela pour susciter, n'est-ce pas, l'engouement de l'agent afin qu'il puisse s'occuper de lui mieux que des autres. Donc, vous voyez, il faudrait que tous nous sachions que la lutte doit être faite main dans la main. Vous voyez, je l'ai dit hier au cours d'une conférence de presse, quand on parle de corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs formes de corruption. Ou alors, celui qui est chargé du service, c'est lui qui demande, il dit si tu ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Ou alors, c'est le sollicitateur qui vient pour solliciter, pour dire non, si tu me fais ça, je vais te faire ceci. Vous voyez? Ou alors, c'est parce qu'il y a des liens familiaux, des influences, des amitiés. Voilà, on influe sur la personne. Donc c'est une lutte qui doit être faite la main dans la main. Vous voyez? Vous en parliez, monsieur le ministre, hier vous étiez en conférence de presse et ça avait rapport également avec les affectations générales des magistrats. Qu'est-ce qui motive ces affectations? Qu'adviendra-t-il? C'est la question que les gens se posent. Des dossiers déjà instruits, peut-être certains déjà mis en délibéré. Est-ce que ces nouveaux magistrats vont tout reprendre à zéro? Est-ce qu'une fois encore, on ne veut pas parler de lenteur pour ces instructions?
Merci beaucoup. Nous abordons un autre aspect, n'est-ce pas, de cette interview. Parce que, en fait, ce mouvement qui vient d'avoir lieu, c'est un mouvement général qui apporte un chamboulement complet. Parce que l'intention du gouvernement, c'est d'arriver enfin à mettre en œuvre la nouvelle organisation judiciaire qui a été votée par une loi d'octobre 2019, suivie d'un décret fixant le siège et le ressort des juridictions en 2020. Alors, puisqu'il faut un petit commencement pour aller progressivement, en attendant que toutes les conditions soient réunies, il faudrait nécessairement commencer par une action phare. C'est les affectations. Ces affectations vont donc lancer le processus de la mise en œuvre de la nouvelle organisation qui montre une nouvelle cartographie judiciaire. Parce qu'à partir de ce moment, l'ancienne organisation judiciaire portée par l'ordonnance du 7 septembre 1978 devient mort. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive certainement que des magistrats étaient sur des dossiers. Ils vont laisser ces dossiers et aller rejoindre leur nouveau poste. Mais il faut savoir, ces dossiers-là, de quelle nature sont-ils? Là encore, nous allons faire le distinguo. Il y a des affaires pénales, il y a des affaires civiles. Un juge, c'est possible, peut avoir mis en délibéré, par exemple, 20 dossiers, pour le jugement être rendu à une date qui est en avant, c'est-à-dire qui est postérieure à la date de la prise du décret. Non, nous avons considéré tout cela et nous avons préalablement à la notification du décret envoyé des circulaires et des notes de service pour donner la conduite à tenir. Ainsi donc, nous avons fixé un délai dont le plafond était le 4 novembre pour les notifications du décret. Ce qui donne le temps aux magistrats de vider leur délibéré. Donc, c'est ce qui a été fait. Pour peut-être ceux qui n'ont pas pu vider tous les délibérés, là, obligatoirement, le nouveau juge qui vient doit faire rabattre ce délibéré. Étant donné que la mise en état dans ces dossiers est déjà terminée, il n'y aura plus beaucoup de problèmes pour faire remettre ces affaires en délibéré. Donc ce sera également ainsi pour les autres matières. Mais à partir du délai que nous avons fixé pour les passations de services, c'est le lundi prochain le dernier délai, donc dans l'intervalle, aucun juge ne peut plus faire un acte juridictionnel. Dans ce délai, c'est un délai de 10 jours. Ne peut plus faire un acte juridictionnel. Ils peuvent seulement préparer leur dossier pour faire les passations de services. Donc en fait, il n'y aura pas trop d'impact négatif parce que nous avons déjà préparé les magistrats à cela et des dispositions idoines ont été prises pour cela. Maintenant, je dois ajouter, il y a certaines audiences qui devaient passer dans l'intervalle de 10 jours, qui sont constituent le délai de passation de service. Alors, obligatoirement, il faut qu'il y ait des renvois en bloc. Alors, lenteur judiciaire, c'est vrai. C'est l'ensemble des dossiers, par exemple, qui programmés pour cette date, qui sera renvoyé à une date ultérieure. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Ça, c'est nécessaire. Mais ce sera pour une courte période et ça n'aura pas d'impact trop négatif. Vous venez de le dire, Monsieur le ministre, il y a une nouvelle réorganisation de l'appareil judiciaire. On constate aussi de nouvelles appellations pour les tribunaux. Oui, tout à fait. Et là, je m'avais vous parler un peu de la nouvelle cartographie judiciaire. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous dire ce qui existait et ce qui vient maintenant pour substituer, voilà, ce qui existait. Bon, dans l'ordonnance de 1978, l'organisation se présentait de la façon suivante.
Bon, il y avait les juridictions de premier degré, qui sont les tribunaux. Il y a les juridictions de deuxième degré, que sont les cours d'appel. Il y en a deux. Et puis, la haute juridiction de droit, qui est la Cour suprême. N'est-ce pas? Au niveau du premier degré, c'est essentiellement là que nous allons voir un nouveau paysage. Avant, il y avait les tribunaux de troisième classe, des tribunaux de deuxième classe et un tribunal de première classe. Les tribunaux de troisième classe, c'est par exemple, il y a Mandouri, il y a Tandjoa, il y a Mango, il y a Kanté, il y a Bassar, il y a Chamba, Bafilo, Elavagnon, Montien, tout ça, c'est voilà, c'est des tribunaux de troisième classe. Même c'était une juridiction de troisième classe. Mais on avait d'autres juridictions qui sont les juridictions de deuxième classe. Et ces juridictions-là, on les retrouvait seulement dans les chefs-lieux de région. Nous avons par exemple Dapan. C'était un tribunal de deuxième classe. Et puis, Kara, Sokone, Atapame, et Palimé exceptionnellement, puisque le plateau c'est la plus grande préfecture, Anéron. Voilà, c'était les juridictions de deuxième classe. Et Lomé constituait la seule juridiction de première classe, où il y avait le tribunal du travail en plus. Bon, maintenant, compte tenu des nouveaux concepts, des nouveaux principes juridiques que nous devons respecter, et au regard de la feuille gouvernementale 2020-2025, puisque la priorité 3 de l'axe 1 recommande l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire. Donc, la nouvelle organisation judiciaire a veillé à ce que nos juridictions deviennent plus efficaces pour pouvoir donner satisfaction au peuple au nom duquel cette justice est rendue. C'est pourquoi vous allez retrouver maintenant la classification suivante. On aura des juridictions purement civiles. Cela veut dire que dans ces juridictions, on ne fera que du civil. Ces juges ne traiteront que des affaires civiles. Et pour le moment, compte tenu de l'effectif, nous ne mettons qu'un seul magistrat dans ces juridictions-là. 2. Il y aura des juridictions que nous appelons des juridictions à compétence correctionnelle et civile. Seules ces juridictions feront du pénal et du civil. Donc, elles pourront cumuler le pénal et le civil. Puis nous avons des tribunaux de grande instance. Ces juridictions de grande instance ont des organes juridictionnels plus larges. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que nous dépossédons l'ensemble des juridictions ou bien certaines juridictions du traitement des affaires pénales? Parce que, voyez-vous, il y a un principe sacro-saint, même recommandé par les normes internationales. C'est quel principe? C'est le principe de la séparation des fonctions judiciaires. Cela veut dire quoi? Il faut que la fonction de poursuite soit distincte de la fonction d'instruction et de la fonction de jugement. Ce qui veut dire qu'une seule personne ne peut pas à la fois être magistrat poursuivant, être magistrat instructeur et être magistrat de jugement. Ce n'est pas possible. Parce que quelqu'un vient se plaindre, vous recevez l'affaire, ou disons la police vous défait une affaire, vous êtes en tant que procureur. Donc vous dites, ah, je mets en mouvement l'action publique. L'affaire est compliquée, je vais envoyer cette affaire au juge d'instruction. Or ce juge d'instruction, c'est également vous. Vous vous saisissez. Et quand vous avez fini d'instruire, vous dites, je vais renvoyer cette affaire en police correctionnelle. Or, qui est le juge de police correctionnelle? C'est également vous. Donc on a
voulu mettre fin à cela. C'est pourquoi nous avons dépouillé certaines juridictions de la matière correctionnelle. Et quelles sont ces juridictions? C'est les juridictions où il n'y a pas de prison dans leur siège. Mandouri, par exemple, devient une juridiction à compétence civile. Tandjouaré à compétence civile pure. Niantougou, Pakouda à compétence civile. Par contre, Mango et Kanté, qui ont des prisons à côté, seront des juridictions à compétence correctionnelle et civile. Pour faciliter le travail du juge. Parce qu'avant, qu'est-ce que le juge de Mandouri faisait? Si on lui défère une personne, cette personne-là n'est pas gardée à Mandouri. Cette personne-là est gardée à la prison civile d'Apaon. Il doit se déplacer, aller à Dapaon pour pouvoir instruire le dossier, pour pouvoir juger là-bas. Les parties civiles doivent se transporter à Dapaon pour les confrontations, etc., etc. Donc voilà un peu l'image. Les juridictions que nous appelons à compétence correctionnelle et civile sont les juridictions où il y a des prisons à côté. Et par contre, les tribunaux de grande instance, c'est les tribunaux qui sont implantés dans les chefs-lieux des régions. Dapaon, Kara, Sokodé, Atapamé et Lomé. Voilà. Donc, ce qui fera la différence, je crois que si vous posez la question, on vous expliquera pourquoi on appelle tribunal de grande instance. Je pourrais vous expliquer cela. Oui, monsieur le ministre, vous l'avez souligné, les raisons qui font donc désormais la nouvelle cartographie judiciaire. Expliquez-nous quelle avancée peut-on noter par rapport à l'ordre ancien, c'est-à-dire l'ordre judiciaire de 1978, et qu'est-ce qui change véritablement au profit des populations? Alors c'est une belle question. Déjà j'ai parlé des principes. Il y a des principes juridiques sacro-saints. Le premier principe que j'ai évoqué, c'est le principe de la séparation des fonctions. Je crois que c'est très important. Pour le justiciable, cela le préserve de beaucoup de maux. Il ne pourra plus indexer le juge ou le traiter de corrompu. Parce que si déjà dès le départ, la victime soupçonne le juge d'être un parent ou un ami de quelqu'un contre qui elle a porté plainte. Or, déjà ce magistrat a dit non, voilà, je ne vais pas renvoyer cette personne devant le tribunal correctionnel en même temps, je vais instruire. Or, c'est lui également qui instruit, c'est lui qui juge et il relâche la personne. Il va dire que le juge a été corrompu. Donc au moins ce danger-là est épargné. Et le juge va statuer d'une façon impartiale. Parce que c'est un autre juge qui va poursuivre, c'est un autre juge qui va instruire et c'est un autre juge qui va juger. Donc déjà, ça fait un premier principe. Il y a un autre principe, c'est le principe de la collégialité. C'est une nouveauté. La collégialité en matière pénale. C'est-à-dire? Cela veut dire que ce ne sera plus un juge unique qui va juger une affaire pénale et sentencer. Ils seront trois. C'est ça la collégialité. Vous êtes trois comme vous êtes trois là-bas. Pour rendre la décision, le président dit, bon voilà, quelle est ton opinion? Il dit, non, moi je ne pense pas qu'il soit coupable. L'autre dit, non, non, il n'est pas coupable. Même si le tribunal dit qu'il est coupable, la décision qu'il va emporter, c'est que la personne n'est pas coupable. Ou alors si vous reconnaissez que la personne est coupable, on dit, mais quelle peine tu préconises? Il dit, non, 6 mois. Bon, et toi? Il dit, 8 mois. Bon, moi, je propose 10 mois. Vous faites l'addition et puis vous décidez. Vous voyez? Donc, la liberté de la personne est beaucoup plus sauvegardée dans ce cas. Alors, autre nouveauté, et c'est très important, maintenant, la nouvelle organisation judiciaire institue des tribunaux criminels auprès des tribunaux de grande instance. Pourquoi? Parce que c'est là où le principe de double degré de juridiction arrive. Donc le principe de double degré de juridiction. Cela veut dire que si on juge une personne au premier degré et qu'elle n'est pas contente de la décision, elle a la possibilité d'attaquer la décision pour que
des juges du deuxième degré puissent en connaître. Est-ce que ce n'est pas bien? C'est très bien. Parce que jusqu'à présent, pour les affaires criminelles, il n'y a que les cours d'assises. Hein? Quand on tranche, d'ailleurs, la décision, les arrêts ne sont pas motivés. Hein? C'est la loi, on ne motive pas les arrêts, n'est-ce pas, de condamnation dans les cours d'assises. Bon, la personne peut seulement se pourvoir contre cette décision. Or, la Cour suprême n'est pas un deuxième degré. C'est une juridiction de droit. Si les arguments qui sont les motifs, n'est-ce pas, de pouvoir qui sont évoqués ne constituent pas des violations de la loi, c'est-à-dire on attaque la décision de demande de base légale, etc. Mais la Cour suprême ne peut rien faire. Bon, ici, on instaure le principe de double degré de juridiction en matière criminelle. Et en plus, la juridiction administrative, pour aujourd'hui, les procédures administratives sont concentrées seulement au niveau de la cour d'appel. Hein? Il y a une chambre là-bas. Mais désormais, au niveau des tribunaux de grande instance, il y aura aussi une chambre administrative. Là aussi, le double degré. On rend, si ça ne contente pas quelqu'un, la personne se pourvoit. Et la chambre administrative de la cour d'appel statue au deuxième degré, avant que, par exemple, la Cour suprême aussi ne soit saisie. Ensuite, il y a le juge de l'application des peines. Ce sera une nouveauté. Hein? Ce juge d'application des peines qui a une mission bien déterminée pour pouvoir procéder aux aménagements des peines, libération conditionnelle. Mais voilà, il a une gamme d'attributions qui lui permet de suivre le détenu qui est condamné pour faire des propositions idoines en vue de sa réinsertion, etc. Donc voilà, par exemple, des nouveautés. Et ensuite, je crois que c'est la dernière que je vais dire, les tribunaux de travail. Aujourd'hui, c'est à Lomé seulement qu'il y a un tribunal de travail. Mais désormais, au niveau des grandes instances, des tribunaux de grande instance, il y aura des tribunaux de travail. Donc c'est de grandes nouveautés qui sont apportées par... Des avancées, disons, que vous énumérez, hein, monsieur le ministre, mais on va aller sur un exemple concret pour toujours essayer de comprendre davantage ces avantages au profit donc, des populations. Cet exemple concret, c'est un rapport avec cette nouvelle carte justement. D'après nos informations, un plaignant par exemple à Kévé doit désormais se rendre au tribunal de Kpalimé, plus éloigné, mais qui a compétence civile et correctionnelle. Idem pour... Pagouda dans la Bina. Or, au même moment, il est question de rapprocher la justice du justiciable. Expliquez-nous un peu comment ça se fait. Je vais vous expliquer. C'est vrai que ça peut paraître peut-être incongru, qu'au moment où on parle d'accessibilité, on puisse prendre cette disposition. Non, attention. L'accessibilité ne doit pas tuer l'efficacité. La justice doit satisfaire les desiderata du citoyen. Or, ici, nous sommes en matière pénale. Quand dans l'exemple que vous avez donné, nous sommes en matière pénale. Or, la matière pénale ne commence pas nécessairement au tribunal. Il faut que les gens le sachent. Quand je me plains d'une escroquerie commise à mon détriment par quelqu'un, normalement c'est à la police ou à la gendarmerie que je me rends. Ce n'est pas au tribunal, ce n'est pas le juge, non. Les gens ont dévoyé les choses. C'est pourquoi ils font tout cela. Bien sûr, c'est une voie. Vous pouvez déposer une plainte entre les mains du parquet. Et le parquet va faire un soin transmis pour demander à la police ou à la gendarmerie d'instruire, c'est-à-dire de faire une enquête. Mais l'affaire revient au parquet. Ce n'est pas au niveau du tribunal qu'on instruit une affaire pénale en premier lieu, c'est-à-dire l'enquête préliminaire ne se passe pas au tribunal. Donc, que ce soit à Niantougou, à Kévé ou ailleurs, si quelqu'un veut se plaindre, il va où? À la police ou à la gendarmerie. C'est comme ça. Donc, on ne dépouille pas la procédure donc de ce principe d'accessibilité. Non, l'accessibilité est toujours là. Or, comme je vous l'ai expliqué, le justiciable, avant, quand la juridiction de Kévé
existait dans sa forme de l'ordonnance 1978. Lorsque le juge, il envoie la personne à la prison de Palimé, le juge se déplace pour aller instruire là-bas à Palimé. S'il y a des actes à faire, c'est à Palimé qui le fait. S'il veut faire une confrontation entre l'inculpé et la victime, c'est à Palimé. La personne se déplace. S'il veut juger le dossier, ce n'est pas à Québec qu'il juge, c'est à Palimé. Donc vous voyez que... Donc ça revient au même. Ça revient au même. Ça revient au même. Donc, or, maintenant, le juge va travailler plus efficacement. Parce que la personne est à côté, s'il veut instruire, il instruit rapidement. Le dossier est clôturé rapidement et ça règle le problème de lenteur judiciaire. Voilà. Monsieur le ministre, parlant toujours des tribunaux, quelle est la place du tribunal militaire au sein de cette nouvelle organisation judiciaire? Apparemment, le code de la RSNU est là-dessus. Oui, non, la réponse est très simple. C'est une juridiction à part, qui ne peut pas s'inscrire dans l'organisation judiciaire des juridictions de droit commun que nous avons instituées. C'est les militaires qui sont chargés d'instruire les affaires qui vont être déférées à ces juridictions. C'est les militaires qui seront chargés au cours du jugement donc de procéder au jugement, bien sûr avec la collaboration des juges civils. Donc il s'agit d'une juridiction à part spéciale. C'est pourquoi nous sommes en train de former des magistrats militaires. La dernière vague de magistrats formés comprenait des magistrats militaires qui ont été formés, des greffiers militaires. Et avec le nouveau concours de recrutement, aujourd'hui d'ailleurs les gens ont composé, nous allons encore avoir des candidats militaires qui vont être formés au CFPJ. Donc nous sommes en train de constituer un vivier, n'est-ce pas, pour que ces juridictions-là puissent devenir rapidement opérationnelles. Donc c'est pourquoi ce n'est pas compris dans l'organisation judiciaire ordinaire, donc des juridictions de droit commun. Aujourd'hui, on a l'impression que la justice ne s'occupe que des litiges fonciers qui encombrent nos tribunaux. Les autres dossiers sur d'autres délits semblent être relégués au second plan. Faites-vous le même constat? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que les dossiers ne durent pas des années et des années devant la justice? La lenteur pointée du doigt, monsieur le ministre. Alors, si on doit parler du problème de lenteur judiciaire, on en parlera. Mais il faut que je fasse... Vous voyez qu'aujourd'hui, les problèmes fonciers sont récurrents. C'est un constat. Quand nous prenons la matière civile, là encore, je veux qu'on distingue le civil. Vous avez dit délit. Délit, c'est pénal. La matière civile est beaucoup plus ample, plus importante que la matière pénale. Okay? Bon, mais dans la matière civile, nous retrouvons beaucoup plus, à 70%, des affaires foncières. Mais c'est un phénomène, moi, que je ne peux pas décrire aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je reçois 10 personnes, 8 soumettent des problèmes de terrain. Mais il faut gérer. Or, un problème de terrain, vous savez quand vous commencez, mais vous ne savez pas quand vous finissez. Ça, c'est la réalité. Parce qu'il y a tellement de vérifications qu'il faut faire. Il y a certains problèmes qui n'en sont pas un. Vous voyez, beaucoup de cas de figure. Il y a une situation qui a été déjà réglée par une décision judiciaire, mais vous verrez un kidam qui vient pour dire qu'il fait tiers opposition à cette décision-là. Mais le juge, quand il est saisi, il doit statuer. N'est-ce pas? Alors, ça va mettre à mal le problème d'exécution. Quelqu'un a un titre foncier et il est en train d'exécuter des travaux. D'autres personnes disent que c'est leur terrain. Ou alors, des problèmes de partage. On a déjà fait un partage. Quelqu'un qui sort de nulle part, qui vient pour dire « je n'étais pas impliqué parce que mon père aussi a droit ». Bon, voilà ces problèmes-là. C'est difficile à gérer. Donc, ça prend énormément du temps. Et tenez-vous bien, quand le problème est réglé au premier degré, comme c'est un contentieux, celui qui n'a pas eu gain de cause,
il ne va pas rester les bras croisés. Il va attaquer la décision. Et il sait qu'il faut recommencer. Si le procès a duré 5 ans, il sait qu'au niveau de la cour d'appel, ça va durer encore des années. Or, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Oh, les gens utilisent la force pour pouvoir construire. Bon, donc, c'est des problèmes énormes. Même si la décision a été justement, judicieusement rendue, le perdant va faire appel. Et même va faire pourvoi quand la cour d'appel aura confirmé la décision. Parce qu'il sait qu'il n'y a qu'une seule Cour suprême et il y a beaucoup de dossiers là-bas. Avant que la Cour suprême ne rende sa décision, il va se passer beaucoup de temps. C'est pourquoi, dans l'intervalle, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent, n'est-ce pas, un sursis à exécution de la décision qui, normalement, devait être exécutoire nonobstant cette voie de recours-là. C'est pourquoi ils obtiennent le sursis. Donc, le foncier, c'est un problème fou. Un problème fou, vous dites, monsieur le ministre. Est-ce que l'État ne voit pas comment régler définitivement cette affaire? Mais régler, nous avons un nouveau code foncier et domanial. Et l'État, quand même, se bat d'abord pour demander à nous, les magistrats, de tout mettre en œuvre pour aller plus vite dans le règlement de ces problèmes-là. Et nous essayons, dans la mesure du possible, de motiver nos magistrats pour qu'ils puissent accélérer ces procédures. Je vous ai dit que c'est des procédures très longues. Dans le cours de ces procédures, par exemple, les gens entendent parler de transport sur les lieux. Il faut que le juge se transporte sur les lieux, qu'il fasse le tour des hectares, parfois dans les montagnes, qui reviennent et qui rendent voilà, tout ça. Donc le juge, nous les motivons pour qu'il soit vraiment plus alerte dans la résolution de ces problèmes. Mais seulement, le juge il ne peut pas maîtriser la procédure, puisque quand lui, il rend la décision, quelqu'un d'autre est là pour pouvoir utiliser encore des voies de procédure pour attaquer sa décision. Ou quelqu'un d'autre est là pour dire non, mais je fais tierce opposition. Bon, vous voyez, c'est un imbroglio. Donc tout le monde doit participer à cela. Nous avons, à notre niveau ici à la chancellerie, élaboré un guide pour les magistrats, pour les aider dans la résolution de ces problèmes-là. Nous avons essayé d'identifier 50 cas de figure, plus de 50 cas de figure, pour dire que si vous êtes confronté dans le règlement du litige foncier à telle situation, voici ce à quoi vous pourriez penser à peu près. Et nous avons cela que nous appelons vadémécum de règlement juridictionnel des litiges fonciers. Nous les avons distribués aux magistrats pour les aider. Donc c'est pour dire que nous faisons l'effort d'aider les magistrats à mieux régler ces problèmes fonciers et au plus vite pour le bien des justiciables. Toujours sur ce foncier, il y a vraiment certains juges, selon la presse parfois, qui rendent des décisions qui menacent la paix civile. De quand ils voient carrément la corruption. Est-ce que les éléments que vous avez évoqués tout à l'heure constituent des garanties aujourd'hui pour éviter que ces décisions soient susceptibles de créer des tensions sociales entre familles, collectivités, voire des communautés entières? Bon, là, je ne vais pas me voiler la face. Il faut que je vous dise la vérité. Quand on est magistrat, pour rendre une décision judiciaire, on est guidé par deux soucis. D'abord, le droit, qui est votre bréviaire, c'est-à-dire la loi. Et deuxième, votre conscience. N'est-ce pas? Quand vous alliez les deux, vous rendez une bonne décision. C'est pourquoi un bon juge est préférable à un bon code. Si le juge est bon, même si la loi est comme ça, s'il prend sa décision selon les règles, tout le monde est content. Ce qui veut dire que le juge ne doit pas rendre une décision pour donner satisfaction à quelqu'un. Parce que dans la réalité, dans certains cas, je dis dans certains cas, la décision que le juge a rendue ne peut pas l'être autrement. Voilà quelqu'un qui est propriétaire d'un vaste domaine, qu'il a acquis ou par voie d'héritage, ou sur lequel il y a déjà un titre foncier ou quelque chose comme ça. Mais on ne sait pas quelle alchimie d'autres personnes se sont mises à vendre ces lots-là. Et les tiers acquéreurs se sont installés rapidement. Même les ordonnances de cessation de travaux qu'on leur signifie n'ont pas d'effet parce que certains ont déjà consolidé leurs droits. Certains, ils battent en brèche ces ordonnances. Et voilà, donc tout est occupé.
Maintenant, quand peut-être c'est une pérégrination judiciaire qui aboutit à la consolidation du droit de celui-là qui se dit propriétaire de ce terrain par voie d'héritage, quand il vient signifier la décision, alors on dit que celui-là, il veut chasser toute une communauté d'un espace donné. Regardez par vous-même. Dans ce cas-là, par exemple, c'est vrai que l'exécution de cette décision va constituer un trouble à l'ordre public, c'est-à-dire la cohésion sociale va être rompue. Mais il n'en demeure pas moins que la personne peut-être est titulaire d'une décision judiciaire qui lui confère un droit. Parfois, ce n'est pas une décision judiciaire, c'est un titre foncier qui est un acte administratif. Mais la personne ne peut pas en user parce que d'autres personnes ont déjà occupé les lieux. Mais c'est surtout quand il s'agit d'exécuter ces décisions-là que le problème se pose. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de décisions dont nous avons arrêté l'exécution parce que nous savons qu'en faisant exécuter ces décisions-là, non, la cohésion sociale va être troublée. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez été inspecteur des juges, vous avez eu à sanctionner des juges qui ont rendu des décisions jugées pas très équitables. Oui, quand la décision est unique, quand la décision est apparemment unique et que nous avons su qu'en dessous, il y a eu quelque chose, nous engageons une procédure administrative. Cela veut dire que nous signalons d'abord les faits au ministre à l'époque. Le ministre, il nous ordonne une enquête, l'ouverture d'une enquête administrative, c'est-à-dire disciplinaire. Et quand l'enquête aboutit à la mise en cause de la personne, nous faisons un rapport que nous renvoyons au ministre qui maintenant est chargé de traduire la personne devant le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Donc, la question est bien posée, c'est une réalité. Il y a certaines décisions judiciaires qui peuvent engager la déstabilisation d'une communauté. Ça, c'est vrai. Alors, ces décisions-là, on ne peut pas les exécuter comme ça. C'est pourquoi là, la chancellerie, nous avons nos yeux dedans. Quand c'est signalé, nous prenons les mesures pour que la décision ne puisse être exécutée. Alors là, il faut procéder par la conciliation. On concilie les parties. On concilie les parties. Je vais vous donner un petit témoignage. Ça me concerne. Ma grande sœur, Germaine, c'est-à-dire même père, même mère, a acheté une maison en pleine ville. C'est moi, elle n'est pas ici, elle est à l'étranger. C'est moi qui lui gère tout, etc. Un beau jour, j'étais au service quand on m'appelait pour dire que la police est venue avec un huissier, tout ça là, pour dire que bon voilà, il faut que les locataires qui sont dans la maison sortent parce que justement la collectivité, une autre collectivité a obtenu une décision ayant acquis autorité de la chose jugée, c'est-à-dire de la Cour suprême, qui lui a conféré donc la propriété donc de toutes les parcelles donc du quartier. Je dis mais comment? On ne savait même pas qu'il y avait une procédure en cours. Mais apportez-moi les actes. J'ai tout consulté, mais je vois que et réellement c'est une autre collectivité qui a été déclarée propriétaire de ces parcelles-là sur lesquelles les maisons sont érigées. Or, ma soeur a acquis cette maison qui est construite sur un terrain que lui a vendu les défendeurs, c'est-à-dire les adversaires de ceux qui ont été déclarés propriétaires. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a approché les nouveaux propriétaires, on a négocié, on a réacquis, c'est-à-dire on a réacheté le terrain pour sauvegarder les droits de ma soeur. C'est ça, dans certains cas, il faut négocier, il faut rapprocher les gens. La justice togolaise évoquée avec vous, monsieur le ministre, aujourd'hui, dans tous ces aspects, qu'est-ce qu'il faut changer, remplacer ou améliorer? Vous en parliez pour plus d'accès à la justice. Avez-vous confiance à la justice? Nous avons posé la question à nos compatriotes. Nous sommes allés leur poser donc la question, leur réponse, leur suggestion. On va regarder ça, l'élément, et on revient sur le plateau. J'ai confiance à la justice togolaise. Dans la mesure, tout récemment, on a jugé certains amis qui n'étaient pas dans de bonnes conditions. Nous, on doutait sur la justice togolaise, mais bon, ce qui s'est passé, on a eu confiance. Dans une certaine mesure, oui.
La preuve, je suis au ministère de la Justice ce matin. Ça veut dire qu'il y a une confiance. C'est vrai, il arrive des situations et ce n'est pas propre au Togo seul. Dans le monde entier, on voit que la justice, des fois, penche aux côtés des plus forts. De telle façon que le faible, le pauvre qui n'a pas les moyens, même, il est déjà frustré et il hésite même à se référer à la justice parce qu'il se dit bon, que sa cause est déjà perdue. La justice togolaise, oui, mais pas tellement 100%. Elle est avec le peuple contribuable, mais à 30%. Quand tu gagnes 400 000, tu veux une villa pour ta femme, une autre pour deuxième bureau, troisième bureau, ça ne va pas aller. Si la justice est comme ça va aller où? Les Nyatepe, mais la justice va pas dire, nous guérir trop. Et les Nidjouane, nous Togovio. Au diole lomé fia, au carré fia, casier judiciaire. Au latte non les founois, et les Nidjouane grande nami. Voir soyez dia les nationalités de côté. La justice, je crois qu'elle fait son travail. Et sincèrement, je me dis que c'est souvent les petits courtisans qui sont dans la cour de la justice qui se prennent pour des, je sais pas, des huissiers ou bien quoi, qui transforment les choses et puis qui font que quelquefois on salit les noms des juges. Parce que c'est des gens qui tournent tout autour, qui parfois même prennent de l'argent pour rien. Ils disent, bon, moi je vais aller voir le juge pour toi. Alors que le juge est accessible à tous. C'est eux qui font que parfois on perd confiance en la justice. Sinon, moi je suis confiance au juge. La lenteur, bon, pourquoi ça prend beaucoup de temps? C'est par rapport à quoi? La lenteur, elle est là. C'est une lenteur administrative. Mais je me demande aussi si ça ne dépend pas aussi de ceux-là, comme dit que c'est eux qui vont introduire les dossiers. On prend le dossier, on n'introduit même pas. On traîne là-dessus et puis après on pense que le juge des fois n'a même pas accès au dossier. Ça traîne quelque part dans les couloirs. Le citoyen pense que son dossier est déjà chez le juge. Et donc ce temps-là qui est perdu, c'est ça quoi, c'est pas bon. Monsieur le ministre, vous avez suivi donc ce micro-trottoir. Votre réaction? Mais je me réjouis vraiment de ces propos de nos concitoyens qui vraiment, pour la plupart, ont apprécié les efforts du changement de l'organe judiciaire. Vous savez, la justice, c'est le troisième élément du tricé constitutionnel. C'est un pouvoir. Il n'est pas facile de rendre la justice. La justice, c'est le propre divin. Mais si l'homme est amené à jouer ce rôle, c'est parce que c'est un devoir pour lui. Et ce n'est pas facile parfois de connaître la vérité pour pouvoir dire le droit qu'il faut. Le justiciable, parfois, cache la vérité au juge. Or, le juge, c'est un homme aussi. Il peut se tromper. Et c'est ce qui arrive parfois. On a évoqué le problème de lenteur. Oui, parfois, ça ne dépend pas du juge. Mais parfois, ça dépend aussi du juge. On a évoqué aussi le problème de la corruption. Oui, justement, c'est ça. Par exemple, si un juge a accepté des libéralités de la part de quelqu'un, alors peut-être il va tout faire pour retarder les choses. Les brebis galeuses sont partout. Et surtout, quand on parle de justice, c'est comme sur la scène d'un théâtre, tout le monde est braqué sur la scène. Et le juge, quand il commet une petite, c'est retentissant. Vous voyez? Donc, j'admets que ce phénomène de corruption, ça existe. Mais comme partout d'ailleurs. Mais je veux parler du cadre de la justice. Mais attention, parfois c'est le justiciable qui contribue à cela. C'est le justiciable. Et quand on parle de corruption, ce n'est pas seulement influencer le juge avec de l'argent. Non! Il y a les problèmes de relations, etc. Mais qui influent aussi. Vous voyez? Mais il y a quelqu'un qui a parlé du service de la nationalité. Là, je saisis l'opportunité pour dire, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'efforts qui se font là-bas, dans ce service. Vous savez, c'est un seul service qui gère l'ensemble du territoire national. Vous savez, chaque jour, il y a des centaines de dossiers.
Et il faut donner satisfaction. Tout le monde veut aller vite. Mais toutes les préfectures défèrent les dossiers. À Lomé, n'en parlons pas. Mais on fait de notre mieux pour donner satisfaction. Mais il y a quelques brebis galeuses, justement, qui viennent, n'est-ce pas, renverser la vapeur. Ce qui fait que, bon voilà, quand il y a un cas qui apparaît, on dit, ah, moi j'ai déposé mon dossier. Ça fait 6 mois. Oui, et ceux qui parlent justement de service de la nationalité aujourd'hui n'hésitent pas à faire la comparaison avec le service de passeport, où c'est beaucoup plus fluide. Et ils se demandent, est-ce qu'on ne peut pas aller à une organisation pareille? Oui. J'étais en train de mener une réflexion, vous allez comprendre, pour dire que bon, ce n'est pas... c'est des services de la documentation, mais ce n'est pas la même chose. Parce que la nationalité, c'est la pièce de citoyenneté. C'est ça qui détermine le reste, la carte d'identité et le passeport. Vous voyez? Donc, c'est une pièce qui est établie avec beaucoup de rigueur. Aujourd'hui, nous avons fait une énorme avancée. Avant, c'était manuel. Aujourd'hui, c'est informatisé. N'est-ce pas? C'est ce qui motive justement le fait qu'on ne peut plus photocopier le certificat de nationalité est légalisé, mais il faut obtenir un duplicata. Et aujourd'hui, le service de duplicata est en train d'être déconcentré. Quand vous voulez un duplicata, c'est en 24 heures que vous avez votre duplicata. Et vous pouvez aller à l'intérieur, dans le chef-lieu, vous obtiendrez facilement votre duplicata en 24 heures. Et actuellement, nous sommes en train de faire une procédure de digitalisation de ce service de duplicata. D'ici la fin de l'année, ça va être effectif. Ce qui veut dire que vous allez faire votre demande de duplicata en ligne, vous allez payer en ligne, vous allez indiquer l'endroit où vous allez recevoir ce duplicata-là. Vous voyez que c'est une grande avancée. Et même pour le certificat mère, nous allons digitaliser en partie pour que on puisse... vous êtes obligé de déposer, et c'est là la subtilité. Parce qu'il faut qu'on vérifie les pièces. Il faut qu'on décèle les irrégularités. Il y a beaucoup de faux. Il faut qu'on sache qui est togolais, qui ne l'est pas. Quand un dossier a des problèmes, ça veut dire que le dossier doit passer en contentieux. C'est ce qui retarde parfois des dossiers. Deuxièmement, il y a des démarcheurs qui s'interposent entre les demandeurs et le service. Et c'est ça le problème. Certains, ils reçoivent les dossiers. Ils ne les déposent même pas, comme l'a dit le citoyen tout à l'heure. Ils ne déposent pas le dossier, mais ils prennent l'argent, ils disent, non, donne-moi 50 000 francs, je vais te faire ça en 2 jours. Ils ne déposent même pas le dossier. Et quand la personne est fatiguée, et que la personne vient faire les recherches, on lui dit, mais ton dossier n'est pas dans la base des données, etc. Vous voyez, là, ce n'est pas la faute du service de la nationalité. Donc, il y a beaucoup de cas de figure. C'est sûr que le citoyen lambda aimerait recevoir son dossier de nationalité, par exemple, après une semaine de dépôt. Voilà. Les cas d'urgence sont réglés. Quand l'urgence est prouvée, on se bat pour que la personne puisse avoir son certificat. Mais en général, il faut au moins 2 mois pour le moment. Le moment viendra où le service sera digitalisé, mais attention, ce ne sera pas comme, par exemple, le casier judiciaire. Aujourd'hui, ça c'est une réussite parfaite. Mais la nationalité, c'est une pièce d'une autre qualité. Vous voyez? Donc, je suis heureux d'entendre nos concitoyens apprécier diversement la justice, mais au moins sur un plan positif pour dire que la justice fait de son mieux, surtout quand ils disent qu'il y a beaucoup de changements. C'est vrai, nous voulons changer de paradigme, nous voulons aller de l'avant, nous voulons que la justice satisfasse le citoyen, que le citoyen nous facilite aussi la tâche. C'est ce qui est très important pour nous. Un mot de la justice juvénile. Ces mineurs en conflit avec la loi sont parfois enfermés avec les adultes, ce que dénoncent souvent certaines organisations des droits humains. Monsieur le ministre, comment préserver un minimum de droits pour ces enfants en détention? Non, je dis non, 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 non. Parcourez vous-même les établissements pénitentiaires. Vous ne trouverez aucun mineur enfermé avec des majeurs. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que dans les établissements pénitentiaires, il y a un quartier il y a un quartier pour mineurs. Un quartier pour les mineurs? Oui, un quartier pour les mineurs. Ce qui veut dire que, mais
C'est vrai, il y a promiscuité, le quartier pour mineurs est ici, mais je dis dans certains établissements, à Lomé par exemple, ce problème n'existe pas, puisque nous avons un centre d'accès au droit et à la justice pour mineurs, qui est à Kakabeli. Okay? Avant, il y avait la brigade pour mineurs qui était à Djidjolé. Le problème, mais à l'intérieur, où les structures ne sont pas encore indépendantes, vous verrez, dans la prison, il y a un quartier, c'est-à-dire un département à part pour mineurs. Donc ceux qui disent que les mineurs sont mélangés avec les majeurs, ils ne disent pas la vérité. Est-ce que si vous allez à Lomé, il n'y a pas un quartier des femmes? Il y a un quartier des femmes. Mais le quartier des femmes est où? C'est au même endroit que le quartier des hommes. Mais c'est un département qui est justé au quartier des hommes. Il y a peut-être un risque de fréquentation? Non, justement, ce n'est pas possible parce qu'il y a des surveillances. C'est pourquoi il y a les surveillants pénitentiaires qui sont là. On ne peut pas quitter par une porte cochère pour aller d'un endroit à un autre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, les droits des enfants sont sauvegardés, sont préservés. Ça, il faut le dire. Donc, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que les majeurs sont mélangés avec les mineurs. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Monsieur le ministre, on va embrayer là-dessus. Quel est votre degré de collaboration avec ces organisations de défense de droits de l'homme, ces ONG de défense des droits de l'homme, peut-être même aussi les auxiliaires de la justice, la police judiciaire, les huissiers et les avocats? Non, nous avons de très très bonnes collaborations. On travaille en synergie parce que nous n'évoluons pas en rang solitaire. Nous avons besoin de ces organisations. Elles ont aussi besoin de nous, n'est-ce pas, pour donner la visibilité à leur action. Ça c'est sûr, pour la police et la gendarmerie. Mais c'est nos auxiliaires. Nous collaborons étroitement pour l'amélioration du système judiciaire dans son ensemble et pour particulièrement, par exemple, pour les mineurs, pour l'amélioration donc de la procédure pour mineurs et de tout ce qui concerne les mineurs. La collaboration est vraiment louable. Monsieur le ministre, avons-nous fait le tour de la question avec vous, où vous avez un aspect important que nous aurions envie d'évoquer? Je crois que vous avez exploré des champs auxquels je ne m'attendais même pas. C'est une bonne chose. Moi, ce que je recherche des uns et des autres, c'est qu'on arrive à comprendre la justice dans son fonctionnement. Parce que le métier du juge n'est pas facile. Et très souvent, il faut comprendre que quand il y a un contentieux, il y a toujours un gagnant et il y a un perdant. Et très souvent, vous n'entendrez jamais le perdant dire de bonnes choses sur la justice. C'est très souvent ça. Quand il s'agit de contentieux. Pour les services parallèles, c'est-à-dire administratifs, c'est vrai, chacun peut dire que dans tel domaine, ça va bien ou ça ne va pas bien. Ça, c'est normal, c'est le constat que chacun peut faire. Ça peut être subjectif, ça peut ne pas être objectif. Mais ce que je cherche, c'est que nous comprenne, qu'on soit toléré avec nous et qu'on nous aide. Qu'on nous aide à aller de l'avant. Parce que la justice est rendue au nom du peuple togolais. Et le juge, c'est aussi un homme. Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour que lorsqu'il y a de mauvaises graines, et que c'est signalé, je dis et que c'est signalé, parce qu'il faut signaler ces mauvaises graines, pour que nous puissions prendre des dispositions en vue de leur poursuite et de leurs sanctions. Il y a beaucoup de magistrats qui ont été déjà sanctionnés. C'est vrai que c'est à partir de la révision de la Constitution de 2019 que l'autorisation de publier cette décision-là a été donnée. Ce qui veut dire qu'on peut retrouver au journal officiel, à partir de cette période-là, certains magistrats, des décisions concernant certains magistrats qui ont été sanctionnés. Mais avant, ce n'était pas permis. Il y a des magistrats qui ont été radiés du corps. Il y a des magistrats qui ont été rétrogradés. Il y a tout ça. Ce qui veut dire que quand nous sommes au courant de ce qui se passe, et que c'est un dérèglement, un dysfonctionnement, une attitude qui met à néant l'idée de solennité que les gens doivent avoir de la justice, qui heurte l'éthique et la déontologie, il faut signaler
pour que nous puissions prendre les mesures d'investiguer, de savoir si c'est vrai ou c'est faux, pour pouvoir sanctionner. C'est ce qui est très important. Donc la justice, c'est vous et nous. Collaborons ensemble pour l'édification d'une justice qui donne satisfaction au peuple togolais. Alors, c'est sur ce désir d'aller ensemble sur l'efficacité de la justice qu'on va clore cette émission. Monsieur Puce Agbetome, ministre de la Justice et de la Législation, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci également à Farida Ourou Adoyi de l'agence togolaise de presse. Merci à Eli Goka de Cause FM. Merci à Solange Amandé pour le micro-trottoir, à Alexandra Adekambi, à l'ensemble de la technique, la réalisation. Merci à vous, bien sûr, qui nous regardez, qui nous suivez aussi avec attention à la maison pour cette justice togolaise passée au crible. Et cette émission sera rediffusée mardi 14h10 et disponible également sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook de la télévision togolaise. À très très bientôt sur la télévision togolaise.